Bonjour à tous, à la veille du voyage du pape François en Bosnie-Herzégovine, coup de projecteur dans l'Église du Monde sur ce petit pays des Balkans encore marqué par la guerre civile meurtrière des années 90. Alors depuis la guerre, justement, la Bosnie est divisée en deux entités, la Fédération de Bosnie-Herzégovine qui regroupe les populations croates et bosniaques essentiellement, et la République serbe. Les Bosniaques, Croates et Serbes sont respectivement de religion musulmane, catholique et orthodoxe. Mais le nombre de catholiques de Bosnie a considérablement diminué depuis la guerre en raison de leur exode massif. Il faut dire que la situation économique reste précaire en Bosnie avec un taux de chômage dépassant les 40%. Conséquence, de nombreux jeunes quittent le pays. Décryptage avec notre invité François d'Alençon, grand reporter à la Croix. Bonjour. Bonjour. Peut-être pour nous resituer un petit peu le contexte religieux de ce pays, à la veille de ce voyage du pape. Dites-nous un peu comment le christianisme est arrivé en Bosnie. Il est arrivé au Moyen-Âge, entre le XIIIe et XIVe siècle, avec les franciscains qui se sont installés en Bosnie avec des monastères, et c'est eux qui ont développé la religion catholique dans le pays. D'accord. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui un petit peu la particularité de cette église, selon vous? Alors justement, par la suite, il y a eu l'effondrement de l'Empire ottoman. Les Ottomans ont toléré la présence des franciscains. Ensuite, avec l'occupation et l'annexion autrichienne, la montée de l'idée nationaliste au fin 19e siècle, l'idée nationaliste croate est venue de Croatie et donc être croate signifiait, être catholique a signifié être croate d'abord et vouloir un État croate. D'accord, donc il y a vraiment cette association identitaire entre religion, nation, identité, c'est la même chose. D'accord. Et à partir du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui maintenant, puisque ça a laissé des traces, y compris pendant la guerre de 91-95, où les Croates de Bosnie ont eu des partis politiques et même une petite armée qui réclamait l'autonomie de la région de l'Herzégovine croate. D'accord. Ce sont des éléments qui imprègnent encore ce petit pays, cet aspect-là de revendication identitaire. On peut dire que la Bosnie, la Bosnie a trois grandes communautés musulmanes d'un côté, serbes de l'autre, et croates, serbes orthodoxes, musulmanes, bosniaques musulmanes, serbes orthodoxes et croates catholiques. On peut dire qu'effectivement, religion et nation, identité, c'est la même chose. Donc, en gros, se sentir catholique, c'est d'abord se sentir croate. Et encore aujourd'hui, ça reste dominant, même s'il y a une partie des Bosniens et des Croates de Bosnie qui souhaiteraient avoir une conception différente de la citoyenneté, qui transcende l'identité confessionnelle et religieuse. D'accord, mais ça reste une minorité, ça. Alors, pour l'instant. On va revenir un peu sur des événements qui ont touché le pays l'hiver 2014. On en avait parlé sur notre antenne. Donc, petit pays de 4 millions d'habitants, c'est l'un des plus pauvres d'Europe. Il y a eu des manifestations qui ont réuni côte à côte toutes ces communautés dans plusieurs villes de Bosnie pour demander des changements économiques et sociaux. Ça vous avait surpris d'abord à l'époque, ce phénomène-là de gens qui descendaient dans la rue? Il y a eu aussi des violences. C'était l'an dernier et il y a eu ce qu'ils appelaient des plénums. Ça a commencé à Tuzla, je crois que c'était des ouvriers qui réclamaient, ce qu'ils avaient des arriérés de salaire non versés, etc. Se sont joints à eux d'autres, des étudiants, des retraités, finalement un peu toute la société civile,
pour protester un peu contre la corruption, le gaspillage des deniers publics, plein de choses qui ne fonctionnent pas bien en Bosnie, oui. Pas seulement chez les Croates, dans toute la société, et un certain ras-le-bol par rapport à cette classe politique. Malheureusement, ce mouvement s'est un peu essoufflé au bout de quelques mois, et il n'a pas eu de relais politique. Il était un peu idéologiquement confus. Ah oui. Il n'y avait pas de relais sur la scène politique de partis qui prennent en compte cette protestation. Et donc, malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup d'impact sur la scène politique. D'accord. Et puis, il y a eu aussi, depuis les élections d'octobre 2014. Oui. Alors, les élections n'ont pas changé grand-chose, à savoir que les partis politiques qui dominent la scène chez les Bosniaques musulmans, chez les Serbes orthodoxes et chez les Croates catholiques, ce sont des partis nationalistes qui cherchent avant tout à conserver chacun dans leur communauté le pouvoir et à conserver surtout le contrôle, je dirais, des richesses, ça veut dire des postes à pourvoir dans l'administration. Dans ce contexte de chômage, avoir un poste de fonctionnaire dans l'administration centrale ou même locale, c'est très important, et donc les partis ont une forte tendance clientéliste. Et malheureusement, c'est ce qui domine la vie politique, y compris chez les Croates et les catholiques. Est-ce que finalement ce pays pourrait se relever, et à quelles conditions? On entend bien que vous dites qu'il y a une chape de plomb politique. Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait qu'il y ait un coup de balai sur la classe qui est présente depuis les années de la guerre. Pas de coup de balai, mais il faut attendre, je crois, d'abord des changements de génération. Puis il faut dire aussi qu'il y a une société civile quand même active, avec pas mal d'organisations non gouvernementales à Sarajevo ou ailleurs, et qui s'activent, des associations d'étudiants, de femmes. Il y a aussi des cinéastes, des artistes qui sont des intellectuels, des universitaires. Bon, c'est ces gens-là qui font bouger les choses. Il y a même eu une tentative de création d'un nouveau parti à Sarajevo, qui a eu un certain succès à Sarajevo, et qui veut justement promouvoir une autre Bosnie, une Bosnie citoyenne, où la citoyenneté serait indépendante de l'appartenance communautaire. D'accord. Donc, mais vous le dites, ça va devoir attendre un peu. Il faut qu'il y ait un changement de génération, en fait. Il faut un changement de génération, et il faut aussi des gens qui s'engagent et qui veulent changer les choses. Donc, tout ce qui se passe dans la société civile, c'est important, parce que ça pourra peut-être un jour déboucher sur le plan politique. D'accord. Alors, on revient à cette visite du pape François. Ce choix de ce pays, d'abord, je ne sais pas comment vous l'avez perçu, parce que vous connaissez bien, évidemment, ce pays-là, la région des Balkans. Ça vous a surpris qu'il aille là-bas? Une journée, il choisit la Bosnie, parce que la Bosnie, d'abord, c'est le seul, finalement, pays de l'ex-Yougoslavie qui reste pluricommunautaire, puisque la Croatie, aux 3/4, est croate. La Serbie est aussi aux 3/4, essentiellement à grande majorité orthodoxe serbe. Donc la Bosnie, avec cette composante, cette multi-ethnicité, je crois qu'il veut promouvoir la coexistence. Symboliquement, aller à Sarajevo, ça veut dire promouvoir et soutenir la coexistence communautaire entre ces trois grandes communautés. Il aurait pu aller ailleurs en Bosnie, aller uniquement, par exemple, dans des localités à 100% croates ou à majorité croate, comme à Mostar ou ailleurs, des petites localités moins importantes. À Sarajevo, c'est pas là où il y a le plus grand nombre de catholiques, mais Sarajevo symbolise l'unité du pays, et je pense que c'est un signe symbolique de soutien à cette unité de la Bosnie-Herzégovine plurielle. D'accord. Vous serez attentif à quoi en particulier dans cette journée? Je serai attentif à sa rencontre, ces deux rencontres, je crois, dans l'après-midi, notamment au Centre international œcuménique des franciscains, puisque les franciscains de Sarajevo
ont une grande tradition dans l'histoire, historiquement, au sein de l'Église catholique croate, d'ouverture aux autres communautés, aux autres religions, de dialogue économique. Ils ont une faculté de théologie, ils ont une maison d'édition, une revue mensuelle qui a longtemps été prestigieuse, avec, je crois, 8000 abonnés. Donc toute une tradition intellectuelle et d'ouverture que je pense qu'il y a aussi une volonté du pape de soutenir un peu cette ligne, si je puis dire, au sein des catholiques de Bosnie. Alors, vous parliez de ce dialogue entre les communautés. Voilà, on y sera attentif, évidemment, de voir ce que dira le pape ce jour-là. Une question, en fait, sur ces années d'après-guerre. Quand on est jeune aujourd'hui, qu'on n'a pas connu ces années-là en Bosnie, quand on a 20 ans, quel regard on porte sur son histoire? Est-ce que c'est très loin? Est-ce que on est habité aussi par cette mémoire? Alors oui, c'est un gros sujet, la mémoire et l'histoire et tout ce qui tourne autour de la façon dont chaque communauté traite ce qu'elle a... son passé pendant la guerre 91-95, mais aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant le communisme, etc. Donc c'est très complexe. Je crois que la jeune génération, surtout, est un peu lassée de ces clivages, même s'il reste important, puisque le nombre, par exemple, de mariages mixtes a diminué en Bosnie-Herzégovine. Mais le souci principal d'un jeune catholique ou d'un jeune croate de Bosnie, c'est d'abord de trouver un emploi, d'essayer de continuer à vivre s'il le peut dans son pays. C'est pas du tout évident. Ils ont la chance d'avoir la double nationalité, d'avoir accès à la nationalité croate. La Croatie faisant partie de l'Union européenne, ils ont plus de facilité à s'expatrier s'ils le veulent, même pour des études. Je pense que cette jeune génération voudrait autre chose, mais avant tout, ce qui domine, c'est d'abord l'économie et l'emploi. D'accord. On le disait, hein, le nombre de catholiques qui a diminué de moitié pendant cette période de guerre et après, hein, liée aux difficultés économiques. 820 000 avant la guerre, ils sont 400 000 aujourd'hui, environ 10-15% de la population. C'est quoi aujourd'hui le visage de cette Église catholique qui devient plus petite ? Oui, alors ce qui est important, c'est de voir un peu comment ils sont répartis géographiquement, puisqu'ils sont répartis. En gros, il y a la Herzégovine, Neretva, c'est-à-dire la principale ville, c'est Mostar. C'est au sud, le long de la frontière croate. Et puis il y a la Herzégovine occidentale, avec un peu plus rurale. Et puis des petites poches au nord et en Bosnie centrale. Des petites poches, ça veut dire des localités maximum, des municipalités de 20 000 habitants maximum. Donc, ce qui domine essentiellement, sauf Mostar, qui est plus important, qui est une petite ville, le reste, ce sont des petits villages ou des municipalités. Ce sont des gens qui vivent d'une façon assez très resserrée autour de leur communauté. L'Église joue un rôle important parce que la paroisse, l'évêque, le curé de paroisse, l'église avec parfois des écoles, etc. Donc tout ça joue un rôle très important dans la communauté et c'est un peu ce mélange de ruralité et de commerce qui fait la vie quotidienne des catholiques croates. Bon, c'est Mostar, finalement, la seule ville catholique croate, la seule ville de Bosnie qu'on peut appeler où vivent des catholiques. Est-ce que le retour des catholiques, et notamment de Croatie, peut s'envisager, ou pour vous, est-ce que c'est une cause perdue ? Pourquoi pas. Ça dépend beaucoup des conditions économiques, ça dépend aussi de l'attractivité donc de ce pays par rapport à des gens qui seraient partis soit en Croatie, soit ailleurs,
pour des études ou même pour travailler. Pour qu'ils aient envie de revenir, il faut d'abord qu'il y ait un emploi chez eux. Et donc, il faudrait que les conditions politiques soient plus favorables à faire venir des investissements étrangers, à développer le tourisme, etc. Beaucoup de conditions qui devraient se réaliser, mais ça prend beaucoup de temps. Il y a la chance maintenant d'avoir au 1er juin un accord d'association qui va être mis en application avec l'Union européenne. Ça a mis des années parce qu'il était bloqué par l'Assemblée parlementaire de Bosnie qui n'avait toujours pas voté un certain nombre d'engagements pour que ce texte entre en application. Bon, maintenant, ça va commencer, c'est déjà un petit début. Une étape. Il y a beaucoup de paralysie dans le système qui a été institué au lendemain de la guerre de 91-95, les accords de Dayton. C'est ce dysfonctionnement qu'il faudrait améliorer. Et ça peut se faire ou c'est très compliqué? Bien sûr, ça peut se faire, bien sûr. Oui. Il faudrait aussi que les Européens, l'Union européenne et les Européens de l'Ouest, entre autres, les Européens de l'Union européenne, les aident et s'y intéressent. Aujourd'hui, il y a un certain désintérêt pour tout ce qui est de cette partie de l'Europe du Sud-Est, de l'ex-Yougoslavie. Et pourquoi, il n'y a pas beaucoup de soutien aux réformes et d'incitation on a un peu fermé la porte de l'Union européenne. Et donc, l'incitation est moins grande pour changer. D'accord, donc il faudrait que le regard de l'Europe se porte à nouveau sur ces pays. Il faudrait peut-être, parce que quand on voit ce qui se passe, notamment en Macédoine aujourd'hui, où il y a des problèmes à nouveau qui éclatent, c'est une région qui n'est pas encore stabilisée complètement. Et donc, l'Union européenne aurait tout intérêt à entre guillemets, finir le job, si je puis dire. Voilà. D'accord. Pour en revenir à la question du départ des catholiques, c'est une préoccupation pour les responsables catholiques de Bosnie? Bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est un peu le dilemme, mais ça concerne là... Il ne faut pas le voir ça un peu comme on verrait l'exode des chrétiens d'Orient, puisqu'il s'agit... L'exil, il est partagé dans toutes les communautés. Ce n'est pas simplement les catholiques qui s'en vont. Les orthodoxes s'en vont, les musulmans s'en vont. C'est économique. Voilà, c'est pas en raison de discrimination. Et comme ils sont déjà peu nombreux... Non, c'est pas ça. C'est pas le fait d'être discriminés. Là où ils ont 3 cantons. Ils dirigent ces cantons. Il y a 10 cantons en Bosnie-Herzégovine. Il y a 3 cantons qui sont dirigés par des Croates, des hommes politiques croates. Et c'est là où vit la majorité de ces Croates. Donc ils ont, entre guillemets, localement, le pouvoir. Ils sont représentés dans la présence collégiale. Ce n'est pas un problème de non-représentation. Bien que certains voudraient avoir leur identité croate à l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine. Donc, la principale raison de cet exode, c'est aussi l'économie. Bien sûr, ils ont aussi l'attraction et la possibilité d'aller en Croatie, ça joue énormément. Bien sûr. Puisque, naturellement, un Croate de Bosnie peut aller s'installer à Zagreb, trouver du travail ou ailleurs. C'est le mouvement naturel, c'est l'étape naturelle de ces jeunes d'aujourd'hui. Ils ne sont pas les plus à plaindre de ce côté-là, puisque les autres Bosniens n'ont pas cette double nationalité, cette facilité, enfin en tout cas l'ont moins à trouver un endroit où on les accueille sans aucun problème de visa ou autre. Une question peut-être sur un petit peu le corps de cette église. Est-ce qu'il y a des vocations locales? Est-ce que il y a une vitalité malgré tout? Oui, je pense qu'il y a une vitalité. Les ordres franciscains, les 2 provinces franciscaines, à la fois de Bosnie et de Herzégovine, sont très vivantes. Elles ont des jeunes religieux. Il y a des jeunes prêtres, d'ailleurs, qui sont formés souvent en Croatie, puisque les parcours ecclésiastiques et les formations, les séminaires,
c'est essentiellement en Croatie que ça se passe. Et donc, de ce côté-là, c'est une église assez vivante, mais elle est toute petite. Mais c'est une église qu'on ne peut pas séparer de l'église croate en général, et donc de ce qui se passe. De l'église de Croatie en général. D'accord. Et il y a des liens finalement. Bien sûr, il y a des liens. Et il y a aussi des parcours sacerdotaux qui vont de l'un à l'autre. D'accord, entre ces deux pays. Une question sur un petit peu peut-être l'avenir. Alors comment est-ce que vous le voyez, cet avenir, ou quels sont ces défis pour cette Église qui, effectivement, regarde son voisin? Le défi, c'est, on a parlé du passé, ça c'était un aspect, mais ça concerne aussi les catholiques croates, parce qu'ils ont joué un rôle pendant la guerre de 91-95, pas toujours à leur honneur. Et puis, il y a aussi, surtout, la façon dont ils conçoivent leur pays. Soit il s'agit de se replier sur sa communauté et de se créer, c'est une option, son entité croate au sein de la Bosnie-Herzégovine, ce que certains politiciens voudraient, soit au contraire, on essaye de promouvoir une citoyenneté hors identité religieuse, hors communauté, une citoyenneté bosnienne. Il y a eu récemment des gens qui se sont fait déclarer, des enfants nés récemment qui se sont fait déclarer entre guillemets bosniens. Mais ce sont les premiers. Et ce sont les premiers. L'Église pourrait, ou en tout cas les catholiques croates pourraient, certains pourraient favoriser ce genre de démarche plutôt que de militer. Donc il y a le choix entre le repli ou l'ouverture. C'est toujours un peu comme ça dans la vie. Bon, c'est pas à moi de leur donner des leçons sur ce qu'ils doivent faire ou pas. Chacun doit faire ses choix. Et ça, je crois que c'est le choix qui est devant les Croates catholiques de Bosnie en ce moment. C'est de choisir entre le repli communautaire ou au contraire une citoyenneté ouverte. D'accord, mais un choix qui ne dépend pas que d'eux, évidemment. Merci beaucoup François d'Alençon. Alors, on va se quitter en musique avec un extrait du clip officiel du voyage du pape à Sarajevo. Voyage que vous pourrez bien sûr suivre en direct sur notre antenne. Ce sera le 6 juin. Très belle semaine à tous. Au revoir. Smile.